Et notamment, je pense à celle de Colbert, qui a instauré le code noir. Donc c'est ce qu'on disait, c'est oh là là, esclavagiste, Colbert. Alors qu'en fait, le code noir était là pour plutôt alors, protéger, en tout cas euh, légiférer par rapport au statut des esclaves, pour leur offrir un minimum de protection, alors qu'à l'époque, il n'y avait rien, c'était l'anarchie, c'est-à-dire que le maître, il faisait ce qu'il voulait de son esclave. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Antonin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Docker. Aujourd'hui, on va parler d'histoire et pour ça, on est accompagné d'Alteris, donc de la chaîne Alteris, de Florian de la chaîne Question d'Histoire Bonjour. et de Guillaume de la chaîne Bataille de France. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler d'histoire, de notre rapport à l'histoire, de ce que ça veut dire que de traiter l'histoire et de comment la traiter. Je veux commencer avec une question que, en off, certains m'ont dit qu'elle pouvait sembler difficile. Mais pourquoi pas, après tout. Aujourd'hui, qui fait l'histoire? Est-ce que ce sont les hommes politiques? Est-ce que ce sont les acteurs, je sais pas, d'entreprises, les grandes entreprises, on pense aux GAFA notamment? Ou est-ce que c'est le peuple? Du coup, question la plus difficile pour entamer. Mais non, mais c'est pas grave. En fait, ça rejoint un peu la philosophie de l'histoire, en fait. Qui fait l'histoire? Après, tu mentionnes, on peut se tutoyer, ouais, Bien pas sûr, de problème. Oui, on s'est tutoyé avant. Tu mentionnes l'État, tu mentionnes les entreprises, tu mentionnes le peuple. Donc, du coup, en fait, c'est tous les acteurs qui font l'histoire en même temps, je pense, à mon humble avis. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y en a qui font un peu plus l'histoire que d'autres? Voilà, par exemple, Elon Musk. Peut-être qu'aujourd'hui, son action est importante avec SpaceX. Peut-être qu'il va nous aider à aller vers Titan, vers Saturne, vers Mars. Voilà. Ouais, putain, je sais pas s'il a projet d'aller sur Titan pour l'instant. Mais... Titan, bah, je pense, ouais, Ouais, si, ok. non, non, mais en plus, c'est mieux que Mars, paraît-il. Parce qu'il y a déjà une atmosphère. Enfin, voilà. En fait, on va parler d'astronomie, on va pas parler d'histoire. Question d'astronomie, et bataille d'astronomie, non, je plaisante. Après, par contre, bon, c'est juste mon avis, mais je pense qu'il y a l'histoire, elle a un certain sens philosophique. Alors après, c'est un avis qui est mon avis à moi, donc on peut être en désaccord. Mais je pense que l'histoire, en fait, comme les philosophes, je vais faire un peu l'intello, mais les philosophes allemands l'ont dessiné, Hegel, Kant, etc. L'histoire, elle suit une sorte de logique, voilà, logique de progrès, etc. Et du coup, on va tous un petit peu vers cet objectif. Et c'est pas Napoléon, c'est pas Elon Musk, c'est pas je sais pas, Périclès qui font l'histoire. Il y a une sorte de logique, voilà, qui, malgré nous, mais c'est nous tous, en fait, en tant qu'humanité, qui construisons l'humanité vers le progrès. La crise sanitaire actuelle, exemple, là vous reprenez la fin, elle a eu assez peu d'impact par rapport à la peste noire, la grippe espagnole, etc. Et je pense que voilà, l'histoire, en fait, progresse. Et qui fait l'histoire? Tout le monde, en fait. Parfois, il y a des hommes qui vont se distinguer. Voilà, je mentionnais Hegel tout à l'heure. Hegel pense que Napoléon, par exemple, a permis d'exporter la Révolution française par sa soif de pouvoir, en fait. Voilà, il appelle ça la ruse de la raison, puis c'est même un mot pour le décrire. C'est un homme qui va comprendre mieux que tout le monde le sens de l'histoire et qui va écraser tous les autres pour pouvoir instaurer son pouvoir. Et en fait, par son action, il sert le destin des hommes. Et puis voilà. Donc, qui fait l'histoire? Il y a un sens logique. Voilà, c'est comme ça que je répondrais, moi. Qui va vers le progrès, alors c'est optimiste. Voilà. Et parfois, on a des gars comme César, comme Napoléon, comme peut-être Elon Musk, je ne sais pas. Mais ça rejoint un peu la question qu'il y a après, je crois, sur à partir de quel moment on a du recul. C'est trop tôt pour moi pour dire est-ce que les GAFA font l'histoire, etc. C'est difficile. Non, mais je te rejoins un peu dans le sens où est-ce que, par exemple, on dit souvent l'exemple, s'il n'y avait pas eu Hitler au pouvoir, il y aurait peut-être eu un autre Hitler, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui aurait fait la même chose qu'Hitler. Donc finalement, Forcément, Elon Musk, vous pensez que il y en a beaucoup qui le disent, par exemple, qu'il y aurait eu un fou qui serait arrivé en Allemagne après la Première Guerre mondiale et puis qui aurait fait la guerre, quoi qu'il arrive. Donc là, c'était Adolf Hitler, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et finalement, pour
pour revenir à ce que tu disais, Elon Musk, lui, voilà, c'est lui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. S'il n'y avait pas eu Zuckerberg ou Bezos, est-ce qu'il y aurait eu les GAFA? Sans doute, en fait. Les réseaux sociaux se seraient créés d'une autre façon, peut-être. Et donc, il y a ce côté... On a quelque chose d'intrinsèque qui va nous pousser, voilà, et des hommes qui vont se peut-être placer. qu'on arrive à un point de maturité à chaque fois qui nous permet de passer à autre chose. Les réseaux sociaux, c'est un bon exemple, par exemple, je trouve, qui vraiment ce serait arrivé, quoi qu'il arrive. Internet arrive, il y a les réseaux qui arrivent derrière. Et donc, voilà, on est vraiment sur cette logique-là. Pour revenir à ce que tu disais, il y a les humains qui font l'histoire, et là, on l'a vu avec la crise sanitaire, c'est aussi la nature qui fait l'histoire. Et je pense qu'à l'avenir, elle la fera de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et donc, l'épidémie, là, on le voit bien. Dire qu'on a beau essayer de tout orienter, bah, des fois, il va se passer quelque chose qu'on n'a pas prévu et qui vient de la nature elle-même, finalement. La peste noire, c'était exactement ce qui s'est passé. Ça a permis la renaissance derrière, d'une certaine façon. Oui, et donc voilà, comme moi je te rejoins, c'est-à-dire que c'est un espèce de cheminement. Les hommes la font, c'est pas un homme particulièrement, et donc ça va dans un sens. Donc voilà, c'est un peu tout le monde qui fait l'histoire, on est tous acteurs, je suis d'accord. Mais alors justement, s'il y a un sens de l'histoire, je me tourne en particulier vers toi, Alteris, parce que tu t'imagines à imaginer justement des scénarios différents. Et du coup, si tout toujours va dans le même sens, il n'y a pas besoin. Enfin, du coup, les scénarios, ça revient toujours au même. Pour répondre à cette question, moi j'ai un peu botté en touche parce que je pense que l'histoire, on peut véritablement voir qui l'a fait qu'avec un certain recul. Donc du coup, peut-être que dans 100 ans, 200 ans, il y a des gens qui font des choses aujourd'hui qui ne sont pas connus et qu'on trouvera en fait, bah oui, cette personne a contribué à tel mouvement, à tel machin, à tel truc. Donc pour le coup, qui fait l'histoire aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment répondre. Par contre, c'est très intéressant ce que vous dites pour l'évolution logique vers le progrès. Je me mettrais peut-être un peu en porte-à-faux parce que est-ce que l'histoire est forcément une marche inexorable vers le progrès? Ça dépend, il y a eu des moments de rechute, hein, on voit bien les crises de la fin de l'Antiquité, on est retombé dans une période un peu obscure, puis après ça repart. Voilà, il y a eu plusieurs fois, c'est un peu un mouvement de vague, je pense, mais qui a tendance quand même sur le long terme, on va dire la courbe moyenne, a tendance à aller vers l'évolution. Parce que j'adore les films catastrophes, donc gros scénario, Non, ça n'existe pas, ça, en fait. C'est faux. C'est un mensonge. Tu parles de période obscure, on parle souvent justement après la chute de l'Empire romain, la période obscure. Est-ce que vraiment les gens y vivaient comme ça, c'était sombre et tout? Qu'est-ce qu'on entend par période obscure? Disons qu'il y avait une perte quand même de repères au niveau du droit, notamment, où vraiment c'était l'époque des ordalies, vraiment un peu de la justice œil pour œil, dent pour dent, hein, on va dire. Mais c'est vrai que par exemple, il y a eu tout de suite une nouvelle structure, c'est l'Église qui s'est mise en place pour restructurer les choses après la chute de l'Empire. Donc finalement, oui, c'est une période un peu de transition, on va dire. Une vraie chute même au niveau de la qualité de vie, entre guillemets, après la chute de Rome. Et les études archéologiques ont été faites, ils ont retrouvé des gars du coup enterrés en 600, 700, donc après la chute de Rome, alors qu'ils les ont comparés avec les rapports vous savez, des dents, on peut tout découvrir avec les dents, on peut tout connaître. Ils étaient plus petits, non? Alors je sais plus s'ils étaient plus petits, en tout cas par contre ils avaient beaucoup plus de maladies, ils avaient de la sous-nutrition, alors que sous Rome, ils vivaient un peu mieux. Alors après, voilà, je ne vais pas aller regarder dans le détail, mais il y a vraiment une chute après Rome. Mais pour en revenir à la question, après, si je réutilise mon philosophe préféré, que j'aime beaucoup, Hegel, mais en fait, lui, il dit, moi j'aime beaucoup, mais il dit, avant l'Antiquité, il n'y avait que certains qui étaient libres, ces certains-là, c'était les dieux. Et les dieux étaient libres, et ensuite, les hommes obéissaient à une certaine logique, à leur logique. Ensuite, il y a eu l'Antiquité orientale, où il y a eu un homme qui était libre, c'était le pharaon. C'était un dieu, donc il était libre, voilà, et tous les autres étaient ses sujets. Ensuite, il y a eu la Grèce, où il y avait certains hommes qui étaient libres, la cité. Ensuite, il y avait les Métèques et les autres, et les barbares. Il y a eu ensuite Rome, où la notion de citoyenneté s'est étendue. Ensuite, il y a eu la Réforme, où on a détruit l'idée que Dieu était supérieur aux hommes. Et ensuite, il y a eu la Révolution française, où tous les hommes étaient libres. Voilà. Et en fait, il y a cette idée de progrès. Et on est aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, du coup. Parce que si on est tous libres, on en est. La marge de progrès, non, mais c'est vrai, on en est là. Il n'y a plus de guerre. Après la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre de grande ampleur, ouais. De grande ampleur. Oui, parce que je ne jouerai pas la fin de l'histoire, je ne ferai pas du Fukuyama, mais maintenant il y a peut-être le choc des civilisations, mais après c'est difficile encore là de prendre du recul. Oui, parce qu'au Moyen-Orient, il y a encore des guerres, même dans bien sûr, il y a des guerres, mais en tout cas, il y a on vit en tout cas dans une période de paix relative. Voilà. En termes d'intensité, ça s'est quand même vachement calmé. Voilà, les guerres mondiales, ça n'a rien à voir. Je sais pas, on prend l'histoire de la Russie, 20 millions de morts
en 4 ans. C'est Les guerres sont échelles, économiques aujourd'hui en fait. Hein, voilà, c'est asymétriques, etc. Oui. Donc, périphérique. c'est plus la même chose. Mais je pense que voilà, on peut dire qu'il y a eu quand même un gros progrès depuis. Et puis ça fait depuis pas longtemps qu'on vit bien, selon ma définition Oui, c'est vrai. de la belle Le vie. confort moderne. Qui est toute voilà, relative, mais ça fait pas si longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 40, 50 ans peut-être. Donc pour revenir un peu sur l'histoire, vous êtes tous les, tous les trois donc des chaînes d'histoire. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir un savoir minimum en histoire? Qu'est-ce qu'on doit savoir en fait? C'est quoi le savoir minimum Si je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est important déjà pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue d'avoir un bagage historique minimum. On n'est pas obligé de savoir la date, forcément, je sais pas, de la bataille de Crécy ou la bataille de Poitiers, j'en sais rien, mais juste avoir un référent pour comprendre la société dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit, la culture dans laquelle on vit, et pour pas tout simplement être paumé. Enfin, il y a souvent ce raisonnement qui revient, qui est en mode bah non, l'histoire c'est des gens du passé, ils sont morts, rien à foutre. Enfin, non, stop quoi, tu vois. Si tu veux comprendre l'environnement dans lequel tu vis, je pense qu'il est important d'avoir un minimum de culture à ce niveau-là. Mais quelle culture? Parce que si on vit en France, on n'aura pas forcément on va pas vraiment apprendre la même histoire que si on vit en Chine. Bien sûr, mais c'est parce qu'on vit en France, c'est intéressant d'avoir certaines notions d'histoire de France, pour comprendre pourquoi on est en République, pourquoi on vit dans ce système-là, pourquoi on a un président, avant on avait un roi, comprendre le cheminement qui nous a amené à ce point-là. L'histoire est pleine de leçons et du coup ce serait dommage de ne pas en tirer parti. Ok. De base, dans n'importe quel métier qu'on fait, même si c'est pas là, c'est la culture générale, la République, etc. Mais même si on est scientifique, même si on est caméraman, voilà, avoir un bagage historique de son métier, la vision de l'évolution de son métier, etc. Ça permet d'apprendre les évolutions, les erreurs, etc. Même si, enfin, il y a la culture générale, et ensuite dans un domaine, journaliste par exemple, bah, ce serait con de pas avoir, de pas connaître l'histoire du journalisme si on en fait, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça permet de mieux comprendre le présent et de mieux se projeter sur l'avenir. Là, c'est beau ce que je dis. Ça c'est ma phrase. Voilà, c'est bon. Merci, au revoir. C'est bon, vas-y maintenant. Oui, non, mais moi, en fait, je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que c'est important de connaître les grandes phases historiques. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il y a eu les 2 guerres mondiales, pour en revenir à la République, pourquoi ici on est en République, en Chine ils sont dans tel voilà, mouvement. Enfin, c'est quand même essentiel et à mes yeux, c'est vraiment une carence de ne pas connaître son histoire. Alors, comme tu disais, je te rejoins, tu n'es pas obligé de tout connaître en fait, hein, mais savoir les grands mouvements, quoi, savoir. Vous pensez qu'aujourd'hui il y a justement un manque ou tout le monde est au courant et au fait de tout ça? Les gens s'intéressent quand même de plus en plus. Moi, je trouve que ça fait plaisir d'ailleurs de voir qu'il y a quand même un renouveau un peu de l'histoire, alors que ce soit à la télé ou dans les livres. Hein. Ça se vend très bien apparemment sur YouTube. Voilà, ça se vend très bien. Les gens regardent, donc ça c'est important, mais peut-être aussi que ça veut dire que les gens sont un peu en perte de repères et qu'ils ont besoin de connaître un peu mieux leur passé pour comprendre leur présent. De se raccrocher à quelque chose. Voilà, exactement. Donc là, c'est très bien que les gens s'intéressent à l'histoire et c'est essentiel hein, à mes yeux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on apprend l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de politiser la chose? Toujours. Et quand vous êtes des vulgarisateurs sur Internet, est-ce qu'on ne se dit pas, quand je vais traiter un sujet, je ne vais pas influencer une personne? Est-ce qu'on se pose cette question-là ou comment on... C'est impossible de vulgariser sans donner son avis, soit directement, soit indirectement. Moi, j'essaie de le donner indirectement dans le sens où je vais sélectionner des événements que je vais choisir pour appuyer une argumentation ou un fil conducteur. Mais à partir du moment où on ne fait pas de l'histoire chronologique, sans rien expliquer, bon, voilà, je vais expliquer Fouché, par exemple. Je peux expliquer Fouché, alors là, on peut faire tout ce qu'on veut avec Fouché. Hein. Soit c'est le meurtrier de la Révolution, soit c'est le mec qui avait tout compris avant tout le monde, etc. Pareil pour Talleyrand, soit c'est un traître, soit, vous voyez, lui, il a compris, alors que Napoléon, on n'avait pas compris. Bon, bref, en choisissant comment on présente un personnage, comment on se présente des événements, forcément, on donne un avis. C'est impossible de faire un truc pur, neutre, etc. Ouais, je pense tout ce qu'on peut faire, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de faire un tour d'horizon, en fait, sur un événement ou sur une décision qu'a pris, par exemple, Napoléon ou Robespierre. Ou, voilà, il y a cette option, il y a cette option-là. Il fait ce choix.
Et au moins, on reste assez neutre sans dire que ce choix était le seul choix possible, par exemple. Mais sinon, un peu. De toute façon, nous, quand on fait une vidéo, si on veut être le plus objectif possible, on ne le sera pas, et ça va transpirer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'à travers une tournure de phrase, un choix de montage, c'est-à-dire quelle image tu mets de tel personnage, est-ce qu'il est plutôt mis en valeur, est-ce qu'il est plutôt mis en retrait, voilà, à travers tout ça, de toute façon, ça va se sentir. Moi, à titre personnel, à travers mes vidéos, j'ai eu tout son inverse, c'est-à-dire qu'on m'a traité de gros gauchiste et puis de royaliste, enfin, entre deux vidéos. C'est là où tu vois que tu fais bien ton taf, c'est quand tu te fais traiter à la fois de, ce que je disais tout à l'heure, de nazi et de gauchiste. Oui, voilà. Quand tu as les deux insultes, là, tu te dis c'est bien, je pense que je suis au milieu. Ça va. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est. Mais c'est votre but justement d'être au milieu, vous voulez absolument ce que je dis, on est au milieu, c'est bon? Ou est-ce que parfois vous-même vous avez je sais pas, un sentiment et vous voulez justement pas faire Il y en a d'un côté ou de l'autre ou... Il y en a, ils affichent, enfin ils mettent carte sur table. Il y a certains youtubeurs, ils vont dire tout de suite, ils sont comme ça, ils sont de gauche, ils sont de droite, enfin voilà, c'est clair. Moi j'ai décidé, enfin je pense qu'on est un peu pareil, de pas politiser nos vidéos, mais à un moment ça se ressentira, mais ce sera discret. Enfin ce sera, en tout cas il n'y a pas de volonté nécessaire d'influencer le spectateur. Si ça se fait, c'est plutôt parce que t'écris comme ça, tu penses ça, donc tu le veuilles ou non, ça va ressortir à un moment ou un autre. Mais l'idée, c'est que toute personne, droite, gauche, n'importe quoi, puisse regarder la vidéo sans se dire oh là là, son regard, lui, il est biaisé, quoi. Il est de gauche, ça se voit tout de suite. Donc si la personne déjà se fait pas ces réflexions-là, le pari est déjà plus ou moins gagné. Après, si on influence les gens, c'est peut-être voilà, c'est pas fait exprès. Et puis de toute façon, les gens, moi j'ai fait une 50aine de vidéos, je pense qu'ils arrivent un peu à cerner le personnage au bout d'un moment, à mon avis. Voilà, au bout d'un moment, ça se sent, quoi. Donc voilà. Mais de toute façon, l'histoire n'est pas objective, ne le sera jamais, rien que par rapport aux sources qu'on a. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc rien qu'à ce niveau-là, là j'ai bossé sur l'Égypte récemment, sur la bataille de Kadesh. Ramsès II, ça se termine par un match nul, voire une semi-défaite pour lui. Il réécrit l'histoire à sa sauce en disant que c'est lui le grand vainqueur. Donc pendant des millénaires, jusqu'à ce qu'on découvre la capitale hittite, on pensait que c'était une victoire éclatante de Ramsès II. Donc rien qu'à travers les sources, finalement, on peut pas être objectif. Rien que la guerre des Gaules, je t'en parlais tout à l'heure, les anciens historiens, l'objectivité, ils en avaient clairement rien à taper. Oh bah, oui. Nous étions 10 contre 300 000 barbares, nous les avons mis en déroute avec 20 000 pères de leur côté. C'est vrai. Donc quand on a des sources comme ça, tout ce qu'on peut faire, c'est un petit peu regarder, essayer de démêler le vrai du faux, le logique du pas logique, et se débrouiller avec, quoi. Enfin, il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et comment vous travaillez pour une vidéo? Où est-ce que vous allez chercher vos sources et vos recherches? Alors moi, du coup, je suis de plus en plus aidé par des gens qui lisent des livres sur la période que je traite. Voilà. Après, je traite période par période, en Révolution française, Napoléon, etc. Donc, du coup, il y a pas mal de livres de référence sur chaque période. Et puis, du coup, je suis parfois aidé par des gens qui lisent les livres, qui mettent du coup les notes sur un fichier partagé. Et puis moi, après aussi, je vais parfois lire des livres où Kern, j'ai un accès à Kern, etc. Que je paie pas, mais bon. Je couperai ce... Voilà, qui sont du coup des articles universitaires qui sont pas mal. Et puis après, ça m'arrive d'aller pêcher un truc sur un blog ou sur Wiki, comme tout le monde, voilà. Mais ça, c'est la recherche. Alors du coup, comme je traite période par période, j'essaie de prendre un historien de référence, mon Thierry Lenz pour la période napoléonienne, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis ensuite, après ça se fait, plus on avance sur un sujet, plus on commence à le maîtriser, et puis on se fait ces réflexions tout seul. Et là vient le problème de l'objectivité à ce moment-là. Voilà. Oui, en effet. Oui, pour les sources, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire les livres de référence. En général, j'essaie d'en prendre au moins 2 ou 3 pour le sujet, pour au moins confronter voilà, les points de vue. Parce qu'il y en a, ils vont être plutôt orientés, justement, on en revient à ça, même dans les livres d'universitaires. Ils sont plutôt de telle partie, d'autres. Voilà, ça, Kern, exactement, Percé aussi. Alors, faut faire attention sur Percé, parce qu'il y a des articles de 1959, donc faut faire gaffe, c'est pas forcément très à jour. C'est vrai. Tu vois souvent au caractère de la police. Oui, c'est vrai. Donc voilà, en fait, l'idée c'est vraiment de mêler toutes les sources possibles. Moi, je fais toujours une espèce de revue de presse, ça dépend du sujet, mais je fais un Word où j'essaie de choper tout ce qu'il y a sur Internet. Ça fait un truc de 50 pages.
je me l'imprime, je me le stabilote. Voilà, ça c'est vraiment un peu à la fin pour voir aussi comment on vulgarise, c'est-à-dire que comment un article du Figaro, du Point, de Marianne, d'un point de vue histoire, comment lui il a traité le sujet. Donc ça peut permettre aussi de voir la vulgarisation à la fois à l'écrit. J'aime pas trop, mais des fois ça m'arrive de regarder un bout de Stéphane Bern juste pour voir comment il a parlé de Ramsès II, quoi. Enfin, tiens, c'était quoi son angle. Et puis surtout, Pourquoi tu dis j'aime pas trop Stéphane Bern? parce qu'il est très une histoire un peu, je dirais pas roman national, mais assez royaliste. Si ces hautes murailles sont restées célèbres, c'est aussi parce qu'elles ont été le théâtre d'un des épisodes les plus sulfureux de notre histoire. Les amours interdites entre le roi Charles VII et sa maîtresse Agnès Sorel en pleine guerre de 100 ans. Moi, j'ai tenté de spectacle, regarder, voilà, comme ce ça. spectacle, je regardais sur Louis XIV. Aujourd'hui, Voilà. Henri VIII. Au bout de 10 minutes. Mais est-ce que c'est pas justement le grand public, il a pas besoin aussi Ah de non, ce non, mais spectacle très bien, très bien, comprendre, très bien. Non, mais c'est une porte d'entrée pour des gens qui se seraient pas intéressés à l'histoire. Donc ceux qui le critiquent à fond tout le temps, c'est un peu facile, je trouve. Après, c'est un style, enfin, je veux dire, on a tous notre période préférée, Oui, notre mouvement préféré. Lui, il adore l'histoire des rois de France. Oui, puis c'est- il va parler des rois de France. Puis c'est surtout orienté sur l'histoire de maîtresse. Et voilà, enfin, il y a toujours Oui, ce côté voilà, un ouais, c'est peu. ça. Donc, Voilà. Mais justement, comment on fait pour accrocher? Je trouve qu'il a son truc. Puis je vais Vas-y, aussi vas-y, répondre vas-y. sur Oui. la question des sources. J'aimerais préciser un petit truc. Je me considère pas vraiment comme un vulgarisateur au même titre que vous, dans le sens où moi, ce que je fais, c'est plus du travail d'imagination, sorte de récit inventé avec un fond historique. Voilà. Je considère ça aussi comme une porte d'entrée vers peut-être, par exemple, tel événement important, l'Uchronie le met en lumière, mais je vais pas vulgariser à fond comme peuvent le faire un Nota Bene ou un Question d'Histoire, Bataille de France. Et oui, au niveau des sources, du coup, je reste assez, je me renseigne sur les grands mouvements, je vois, qu'est-ce qui aurait pu changer, et j'essaie de me renseigner à fond sur ces événements-là. Et puis ensuite, par contre, pour la vraie histoire, quand je fais ma partie vraie histoire, je reste assez général. Oui. Mon but, c'est de résumer. Je ne vais pas aller chercher Wikipédia le petit... Wikipédia, ouais, carrément, bah oui. Mais j'essaie aussi d'aller ailleurs, sur, je sais pas, Universalis, Percé, par exemple. Après, Wikipédia, on critique, mais il y a des articles de qualité. Ouais. Ceux qui ont des Ouais, petites tiens. étoiles, voilà. Il y a des très bons Enfin, trucs. on l'utilise pour moi pour les dates, pour les trucs classiques. Enfin, je veux dire, Rien des à- trucs, ça rien à changera dire, pas. Tu veux hein. approfondir, tu vas Voilà. dans les sources en bas. Exactement, il y a plein de sources Qui aussi, sont- ça c'est ouais. vraiment, ça c'est vrai. Donc Ouais, c'est pareil, Wikipédia, c'est une porte d'entrée, c'est une très aussi, bonne porte d'entrée. ouais. Wikipédia, leur portail histoire, quand je cherche des sujets, en fait, il y a souvent, ils sortent chaque jour voilà, un événement, un lieu, un site. Voilà, c'est bien d'y traîner pour la curiosité aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez eu peur déjà de parler? Genre un truc qui vous passionne et vous dites là c'est chaud et peut-être je vais pas en parler. Ouais, il y en a, ouais. Bien sûr. J'ai une liste de sujets à pas, Ah ouais? à pas traiter. Hein. Bon, vas-y, Bah, je Ouais, c'est- il veut même pas en parler. Hein. sans vouloir dire que Sans très toute la liste, il y a des trucs sur internet qui sont trop chauds parce que même ma vidéo sur la guerre d'Algérie, pareil, bon, même si c'est impossible d'être totalement objectif, j'ai essayé de rester le plus factuel possible et de m'intéresser vraiment à la période, de raconter l'histoire des deux côtés. J'ai tenté, tu vois. Mais il y en a à qui ça va hérisser le poil juste de voir le titre. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de sujets. Dans le sens où les gens ils vont voir ça, ils vont cliquer, ils vont regarder 10 secondes, puis ensuite ils vont mettre un pouce bleu, ils vont t'insulter en commentaire. Ouais. Bon, mais un pouce rouge, oui. enfin, Probable, mais oui, oui. Ouais, non, il a un peu. On sait jamais avec ces gens-là. Non mais du coup, ouais, puis il y a des sujets très polémiques. Un exemple, tout ce qui touche à Israël, je le dis, moi c'est niette quoi. Genre ma chaîne, j'ai envie qu'elle reste plus ou moins tranquille. J'ai pas envie d'avoir les deux côtés qui viennent C'est se charpé, massacrer dans les commentaires, s'écharper, et puis ma vidéo au milieu, le champ de bataille quoi. Non. Ouais, Du ouais, coup, je ouais, comprends. voilà. Mm. La guerre d'Algérie, j'ai longtemps hésité à le faire, mais j'ai fini par en parler parce que je me sentais capable d'aborder le sujet avec voilà. Donc je pense que ça a plus ou moins bien marché parce que voilà, j'ai pas eu trop. T'as quand même négative. commencé ta vidéo par aujourd'hui j'entame la destruction de ma chaîne. Ouais. Ouais, non, mais Oui, ça, ça- ça, t'as bien- ça, c'est ça, bien, ça, c'est c'est pas une mal. manière d'anticiper Ouais. le feu. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui j'enclenche la destruction programmée de ma chaîne car on va s'intéresser à une période charnière et récente de l'histoire de France.
qui est, comme vous avez pu le voir, la guerre d'Algérie et l'indépendance de ce pays. Dans le sens Très bien. où je savais qu'il y avait des gens qui allaient me... Voilà. Mes abonnés ont super bien réagi. Mais ensuite, ça a été suggéré aux Algériens et aux nations, on va dire, etc. Et puis là c'est les commentaires qui ont commencé. Ouais. T'as des discussions, t'as un commentaire avec 200 réponses, des gens qui débattent, enfin qui s'insultent plutôt. Ouais, ça j'essaie de modérer, mais c'est impossible. Ouais, parce on peut que pas être derrière vraiment, tout le il y en a temps. trop, quoi, Ouais. c'est ça. Enfin voilà. Mais donc oui, il y a des sujets Il y a des sujets super. que c'est dur d'aborder. Ouais, bah, je suis d'accord avec Israël. Il y a l'esclavage aussi en ce moment. Bon, Ouais. quoique c'est un sujet qui est quand même assez ancien, mais qui déchaîne toujours autant de passion en fait, concrètement. Moi, Mais il faut pas le traiter, parce que je crois que nous, t'avais notamment fait une vidéo. alors oui, récemment, il faut le traiter, mais nous on s'expose à un feu Ok. voilà, de critiques. Moi j'aimerais bien faire un truc sur le commerce triangulaire par exemple. Je pense que ça arrivera un jour. Israël, par contre aussi, ça peut être dangereux. C'est de l'actualité. C'est de l'actualité, voilà, c'est chaud bouillant. Donc là, Ça, voilà. mais à partir de quel moment aussi l'histoire, c'est l'histoire? À partir Du de coup, quel j'ai pas moment- répondu à la mais question, c'est- moi c'est- j'attendais. Si t'as envie, vas-y, réponds. Non, mais juste sur Je ça. crois que je vais chercher de l'eau. Après, alors moi je suis, enfin, j'ai aucun problème à faire les périodes comme la colonisation, comme l'esclavage, etc. Bon, je les ai pas fait encore, voilà. Mais par exemple, on en parlait un peu tout à l'heure, mais j'ai fait une vidéo sur Napoléon en Égypte. Voilà. Napoléon, alors soit je fais mes batailles, etc., où je le montre en tant que grand général. Et à un moment, il y a un massacre qui s'appelle le massacre de Jaffa, voilà, où alors c'est comme les Anglais à Azincourt. Voilà. Il y a tellement de prisonniers, il y a tellement de, qui ne sait pas quoi en faire. Alors, du coup, il les tue tous. Voilà. Et ça, c'est un crime de guerre, et j'ai aucun souci à le mentionner, à expliquer. Bah, il fait ça parce que ceci, cela. Et je dis pas, j'essaie pas de justifier son acte, je dis juste qu'il y a les options, il fait ce choix-là. Et pour la colonisation, par exemple, je ferai la même chose. À l'Algérie, c'est Charles X qui le décide parce qu'il est impopulaire, parce qu'il a passé toutes ses lois contre-révolutionnaires, etc. Il se dit, je vais me faire une petite expédition qui va me revigorer un peu dans l'opinion publique. Ensuite, manque de chance, bah, du coup, il chute un mois après la prise d'Alger, je crois. C'est la Seconde République. Non, c'est la monarchie de Juillet. Ouais. Monarchie de Juillet qui change complètement en fait la politique du gouvernement. Et donc là, on commence à coloniser, on commence à prendre les ressources, à s'intéresser, etc. Il y a des massacres qui sont faits, il n'y a aucun problème pour le dire. Et ensuite, bah, après moi, c'est mon raisonnement. Mais si des gens ne sont pas contents parce que je fais un sujet, que j'essaie de l'expliquer, tant pis, hein, ils mettront des insultes et puis ça me fera monter dans, Après, il y a dans aussi, le référencement. il y a cette dimension Voilà. qui est importante des gens, comment ils vont réagir, mais il y a aussi une autre chose, c'est que YouTube peut nous démonétiser par rapport à un sujet assez Ah oui, c'est vrai que moi, j'ai compliqué. pas ce- Et là, depuis quelques temps, depuis le mois de mars, ils peuvent aussi interdire la vidéo moins de 18 ans. Et moi, ça m'est arrivé sur une vidéo sur les Khmers rouges qui avait fait un carton, enfin mon plus gros démarrage de chaîne, enfin de vidéo depuis le début de la chaîne. Et du jour au lendemain, interdit au moins de 18 ans, il faut mettre sa carte d'identité, plus je crois sa carte bleue en plus, pour avoir accès à la vidéo. Donc là, il y a une forme de censure de YouTube, même s'ils diront jamais le mot, qui peut nous refréner, enfin nous empêcher plutôt de faire certains thèmes. Je vais faire une vidéo sur le sac de Nankin, qui est assez, voilà, et donc du coup je la ferai pas parce que voilà, c'est quand même super violent. Et donc il y a aussi cette dimension extérieure de la part de YouTube. Je crois que parler du 11 septembre sur YouTube, c'est quasiment tout de suite striké, quoi. Enfin, c'est viré. Donc voilà, il y a aussi ce côté un peu puritanisme américain qui peut nous empêcher de traiter certains sujets. On revient au GAFA. Est-ce que justement, je sais plus la question que je t'avais posée au début, mais là j'ai une autre question qui me vient, mais est-ce que c'est justement, c'est pas parfois en effaçant certaines parties de l'histoire que on peut se dire on avance vers justement, comme vous disiez, le progrès et qu'on va pas s'embêter avec parfois des... Tu veux dire quoi par effacer? Non, pas effacer en mode juste on n'en parle pas, on nommait certaines parties de l'histoire. Est-ce qu'on est obligé d'être exhaustif dans toute l'histoire? C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est pas en ne parlant pas d'un événement horrible ou voilà, je sais pas, de l'esclavage, de machin, qu'on va résoudre quoi que ce soit. Au contraire, il faut en parler. En fait, c'est effacer le mot effacer. Oui, non, c'était un peu- C'est cancel, c'est ça? Oui, Ouais, bah, c'est le mot anglais. Ouais. En fait, je pensais à la cancel culture. Genre, est-ce que parfois il faut juste ne pas en parler et tout va bien, ou est-ce qu'il faut absolument être exhaustif sur tout? Ou comment le Après, faire? je pense que le but de la cancel, si j'ai bien compris, mais je suis pas spécialiste, hein, c'est on m'entend bien, c'est bon. C'est qu'ils veulent pas forcément effacer, mais ils veulent mettre en valeur
certains personnages. Ou, Mais c'est ce que je disais, du coup on est voilà. moins exhaustif sur d'autres réalités qui sont... Ouais. Mais après, en fait, le truc, c'est que la façon de raconter l'histoire sera toujours un choix. Sur la Première Guerre mondiale, on peut parler des aviateurs français, les classiques. On peut aussi parler des aviateurs noirs américains, qui étaient beaucoup... parce qu'ils ne pouvaient pas faire carrière dans leur pays, ils allaient en France ou en Angleterre. Et puis du coup, dans l'aviation française, il y a beaucoup d'Afro-Américains. C'est vrai qu'on peut choisir de dire... C'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Voilà, en plus on ne sait pas et c'est intéressant. Mais après, voilà, ça c'est toujours un choix, mais là c'est politique, pareil. C'est le politicien qui décide et ça c'est le parlementarisme, c'est un autre débat. C'est souvent instrumentalisé. Il y a une différence entre parler d'épisodes obscurs, comme tu as dit, des aviateurs afro-américains, qui sont c'est pas très connus, mais c'est bien d'en parler. Ouais. Et il y a une différence entre parler de ça et omettre totalement, j'en sais rien, un Napoléon, parce qu'on parle de Napoléon, voilà, pour le simple prétexte qu'il aurait établi l'esclavage. Il faut remettre l'histoire dans son contexte et prendre, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la base du travail d'historien, c'est de remettre dans le contexte, parce que sinon, la totalité des actions de nos ancêtres nous paraîtrait, on devrait effacer toute personne qui aurait tué quelqu'un, qui aurait... Il y a un bon exemple récent, c'est le déboulonnage des statues, et notamment je pense à celle de Colbert. Je vous explique, vous voyez, les racistes sont de l'autre côté de l'Assemblée. Ça c'est une statue qui vient prôner la négrophobie, le meurtre des Noirs, le viol des Noirs, la torture des Noirs. Qui a instauré le code noir. Donc c'est ce qu'on disait, c'est oh là là, esclavagiste, Colbert. Alors qu'en fait le code noir était là pour plutôt protéger, en tout cas légiférer par rapport au statut des esclaves, pour leur offrir un minimum de protection, alors qu'à l'époque il n'y avait rien, c'était l'anarchie, c'est-à-dire que le maître il faisait ce qu'il voulait de son esclave. Le code noir était là pour, au contraire, lui donner des droits minuscules, évidemment. Mais en fait, c'est le choc, je crois, entre notre génération et ce qu'on voit avant, et ce qu'on voit écrit dans le code noir, même si l'intention pouvait du coup être de donner les droits. Quand on voit ce qui est prévu dans le code noir, on est choqué, mais sachant qu'il n'y avait rien avant. Donc finalement, reconnaître le statut de personne humaine, même si au fond c'était un bien immobilier, c'était toujours comme ça, mais lui reconnaître des droits, lui accorder un jour de repos par semaine, alors pour nous ça nous choque évidemment, mais c'est toujours facile de juger l'histoire avec notre regard présent. Mais à l'époque, c'était plutôt une avancée. Aujourd'hui, c'est sûr, ça nous choque, et c'est vrai que c'est choquant quand on regarde ça. Mais au fond, par exemple, ceux qui déboulonnaient la statue de Colbert, eux, ils voyaient code noir, maître esclavagiste, alors qu'au fond, c'était une volonté autre. C'était pas nécessairement à mal. C'était évidemment, il y avait des intérêts derrière. C'était pas non plus pour le plaisir. Mais voilà. Et donc quelque part, c'est peut-être aussi, on en revient à une de tes premières questions. Connaître son histoire, c'est aussi connaître ça. Si tu sais pas comment marchait le commerce triangulaire, si tu sais pas ce que faisaient les maîtres aux esclaves, tu peux pas comprendre le code noir, tu peux pas comprendre les premières législations par rapport à ça. Et finalement, qu'est-ce qui a abouti à travers ces législations à l'abolition de l'esclavage. Donc, en plus, voilà, on peut voir aussi la France, c'est un des pays qui a fait le choix d'abolir l'esclavage une première fois en avance. Voilà, oui. Ensuite, on a rétrograde. Et puis, on est revenu. Sous Napoléon. Et j'ai aucun problème à le dire. Voilà, c'est une bêtise qu'il a fait. Il s'est craqué là-dessus. Il a cru s'attacher le soutien des Girondins, entre guillemets. Ouais. Voilà, des planteurs, et des grandes familles. Joséphine, Joséphine, pardon, qui était issue voilà. Ouais, je crois. Du coup, il s'est dit, c'était les anciens Girondins qui étaient opposés, du coup, c'est très compliqué la Révolution française. Et il s'est dit, en faisant ça, en rétablissant l'esclavage, je vais m'attacher le soutien d'une certaine partie de la politique française. Et c'est une erreur, et finalement, l'histoire lui emporte le porte-à-faux sur ce sujet, donc c'était une erreur. Et il n'y a aucun problème pour en parler, voilà. Et puis on a rétrogradé, c'est vrai que la France, elle avait elle avait bien fait de l'abolir, même s'il y avait des intérêts, bien sûr, on contrôlait plus les colonies à ce moment-là. Donc on l'a aboli, comme ça on s'est dit que les esclaves allaient rejoindre la République, bon finalement non. Mais bon, quand même, voilà. C'est ça. Mais après ça, mais voilà, et rien que d'essayer d'en parler en fait, de façon construite, et pas en attaquant directement Colbert sur un point fixe de l'histoire, comme si c'était délié de sa ligne historique et de son contexte. Au final, on n'arrive pas à avoir de débat et on n'arrive pas à comprendre. Et on a une vision bête, en fait, comme si l'histoire était à un moment X, et puis on fait table rase du passé. Voilà. Une sorte de cartésianisme bizarre. Vision un peu simpliste, ouais. Est-ce que c'est justement pas parce que aujourd'hui on ne met pas assez d'efforts dans l'apprentissage de l'histoire? Alors il y a peut-être un peu de facilité, de fainéantisme intellectuel.
Après, je pense que toutes ces questions-là sont liées aussi à la visibilité médiatique. On se met en avant, on met notre... Bon, après, voilà, le parlementarisme, c'est comme ça. On fait des coups politiques, genre des voilà, c'est plus politique. On sait très bien que... Je cancelle Napoléon, je crois qu'il y a eu une vidéo comme ça, je sais plus de qui, par Mediapart. D'Usul, je crois. Ouais, Oui. c'est ça, Usul. Mais le problème quand même, c'est l'hommage. Il paraît qu'il y aurait une nuance à faire entre hommage et commémoration, mais enfin c'est quand même un peu la même chose. On a eu Macron qui nous a fait une disserte enflammée devant des vieux. On a parlé que de ça dans les médias, alors que bon, pour la commune, on a eu que dalle. Ah si, je crois qu'Hidalgo, elle a inauguré une piste cyclable Louise Michel ou un truc comme ça quand même. Qui, il dit ce qu'il veut, voilà. Mais, Parce que pourtant, Usul, j'imagine qu'il doit très bien connaître... il connaît sûrement très bien la Révolution, les Jacobins, parce qu'il est de cet héritage politique-là. Et il fait sa vidéo, il la sort pile pour le bicentenaire, c'est pour avoir des vues, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, on le fait tous. Mais je pense que toutes les questions autour des coups médiatiques, de la cancel culture, c'est pas forcément au nom de l'histoire qu'ils le font. C'est plutôt pour se mettre en avant dans les médias, pour avoir quelque chose de nouveau à dire, et puis c'est toujours la même chose. J'ai envie de dire, je pense n'importe quel historien sérieux, qu'il soit de droite ou de gauche, va te dire de remettre l'histoire dans son contexte. Voilà. Et que voilà, si on a nos œillères d'aujourd'hui et qu'on juge les actes du passé, comme je disais tout à l'heure, les 3 quarts de nos ancêtres auraient été monstrueux. Enfin non, genre, la quasi-totalité des personnages historiques auraient été, je sais pas, misogynes. Déjà, tout le monde misogyne, voilà, et puis ensuite, tu rajoutes... Il n'y avait pas de féminisme à l'époque. Mais c'est... Voilà, comment dire, il faut pas juger l'histoire comme ça. Et ce que j'aime bien rappeler, moi, c'est que dans 100 ans, par exemple, nous, on sera jugés de la même manière par nos descendants. Dans le sens où, si jamais eux, ils font pas un travail sérieux d'historien, imaginons que dans 100 ans, on ne mange plus de viande, et dans ce cas, si jamais ils arrivent avec leurs œillères, ils diront tous nos ancêtres étaient des monstres qui tuaient des poulets pour se nourrir. Mais comment on vit l'histoire au quotidien? Parce que tu as parlé de la France, la guerre en Algérie. Mais déjà à l'époque, on condamnait les généraux qui avaient fait de la torture, etc. Pareil au Vietnam, quand il y avait la guerre du Vietnam, déjà à l'époque on condamnait ces trucs-là. Comment on fait pour traiter l'histoire de ça? Même tu parlais d'Israël, aujourd'hui il y a des choses, c'est la guerre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on doit justement dire c'est l'époque, c'est comme ça, c'est plus complexe ou Alors sur les tortures en Algérie, non, parce qu'il y avait déjà un droit de la guerre qui du coup date de la Convention de Genève de je ne sais plus quelle année. Donc c'était sur ça, le jugement des généraux français ou sûrement des généraux allemands qui ont dû opérer autre part, et américains, je suis sûr qu'il y a eu plein d'affaires comme ça, pas que chez nous. Ça par contre c'est dans le droit de l'époque, quoi. Après si on juge Turenne, déjà condamné, quoi. Voilà, si on juge Turenne, qui était un général de Louis XIV, qui a ravagé une région de l'Allemagne, le Palatinat, qui a tout brûlé, voilà. Parce que en fait la faiblesse de l'armée impériale germanique, c'était qu'elle avançait lentement et qu'elle avançait grâce à des magasins de stock de vivres, etc. Et qu'il prélevait en fait sur les populations allemandes qui étaient patriotes, etc., qui soutenaient l'Empire. Et donc Turenne, il dit je suis malin, je vais derrière les lignes ennemies, je ravage tout, voilà. Vous savez, plus de nourriture pour l'armée ennemie. Du coup, l'armée ennemie, elle est famine, dysenterie, et hop, il fonce dedans. Bon, je simplifie. Mais voilà, après, on va pas dire. On va pas accuser Turenne. C'est ça, c'est une notion récente. Voilà, bien sûr, c'est horrible, c'est absolument affreux. Ou même les armées françaises sous Napoléon se basent sur. Sur les populations locales, je vis grâce aux populations locales, je me nourris là-dessus. Et c'est comme ça que j'avance vite, d'ailleurs, parce que je traîne pas mes chariots derrière moi, je pille les environs. Alors, il y a pillage et pillage, bon, voilà. On pourra en débattre plus tard. Mais ils brûlent pas les maisons, quoi. Voilà. Ils s'emparent des vivres, mais c'est pas pareil. Mais voilà, Turenne, il y a une statue de Turenne, ça me gêne pas. C'est pas la même époque. On sait ça. Puis tout le monde brûlait les campagnes pour construire Versailles. C'est de l'esclavage. Hein. Tous les mecs qui sont allés en corvée, les paysans qui ont dû crever, je sais pas combien il y a de morts pour construire Versailles. Je me balade dans Versailles, je vais pas faire les pauvres paysans qui sont morts. C'est l'époque en fait. Donc on est perdu en fait si on commence à tout remettre en cause et à juger avec, comme tu disais, nos œillères des périodes qui sont pas les mêmes que la nôtre. Mais par contre pour l'Algérie, c'est pas pareil. Parce que du coup, il y avait déjà un droit, c'était les mêmes personnes que nous, avec la même mentalité à peu près. Donc,
à peu près, quoi. Enfin, c'est les années 60. Ça a bien changé quand même depuis les années 60. Oui, ça a changé. Mais en tout cas, sur le rapport à la violence, peut-être, je pense que Ah oui. ces gens-là étaient à peu près aussi éduqués que nous. Il y avait une éducation, il n'y a pas d'excuse, en fait, pour ces gens-là. Voilà. Après, on peut en débattre encore des heures et des heures, mais c'est pas pareil, quoi. Oui, mais parce que je pense aussi aux archives qui ont mis du temps à être disponibles, notamment dans ce cas-là. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'il y a un temps aussi pour traiter l'histoire. Bah, il faut un recul nécessaire en général, en tout cas il faut voir les conséquences qu'il y a pu avoir par rapport à l'événement. Et puis aussi le temps permet d'observer les choses un peu plus calmement. C'est-à-dire c'est un peu comme le temps de la justice. On dit tout le temps qu'on juge mieux parce qu'il s'est passé du temps, parce qu'on n'est pas soumis aux passions du moment en fait. D'ailleurs il y en a beaucoup qui se plaignent parce qu'il faudrait juger vite. Non, ce qui est bête parce qu'on prend du temps exprès pour éviter de s'enflammer sous le coup de la pression médiatique ou l'air du temps, enfin du moment. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un temps de réflexion, un temps d'observation. Voilà, le recul en fait, tout simplement. Il faut du recul. Après, on ne peut pas donner c'est en temps d'années ou en temps d'années. Oui, parce que même je prends l'exemple, parce que l'histoire c'est vraiment quelque chose des faits, mais aussi de l'émotionnel et quelque chose qu'on va ressentir. Je pense notamment à Napoléon. Je suis pas sûr qu'un Français traite Napoléon, même avec les faits, traite de la même manière qu'un Allemand, parce que il y a. Bien sûr, oui, c'est sûr, oui. Le Français va avoir cette histoire de grandeur, etc. Là où On peut avoir Vas-y, un peu de côté cocorico en traitant l'histoire de France, pas de souci. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est passer dans la flatterie permanente, quoi. Voilà. Je reprends l'exemple de Napoléon et des massacres qu'il a fait en Égypte. Bah, voilà, sous couvert de flatterie, je ne vais pas dire non, il n'a pas massacré. C'était un événement sans importance. Bien sûr que non, il faut le mettre en avant, et puis c'est tout. On peut avoir un côté cocorico sans tomber dans la flatterie, quoi. Encore une belle phrase. Ça fait deux. Prends des notes. Je vais les noter. Hein. Il y a les droits d'auteur sur la vidéo? Non. Dommage. Oui, je suis complètement d'accord. Un Anglais va pas voir Napoléon comme un Français, mais après, il faut le recul. Là, par exemple, les Russes aujourd'hui, je pense, aiment beaucoup Napoléon. C'est vrai. J'ai vu un article quelque part, ils l'admirent, mais alors que même il est rentré dans leur pays pour voilà. Pour le coup, c'était une agression là. Oui, et qu'il a tué plein de monde, mais voilà, c'est limite s'ils préfèrent Napoléon aux Français. Enfin, je sais pas, ça fait partie de leur histoire, c'est un grand personnage qu'ils admirent. Et ça aurait pas été possible que les Russes aiment Napoléon juste après la campagne de Russie. Il a fallu le temps, le recul, et puis maintenant, voilà, ça s'est transformé, il y a eu une légende, un mythe, etc. Oui, c'est vrai, il y a un travail de collectif qui a été fait, sûrement, qui a permis de prendre du recul par rapport à la campagne de 1812 et pas transformer Russes et Français en ennemis héréditaires. Et pour la guerre d'Algérie, encore aujourd'hui, ça s'enflamme toujours les passions. Je ne sais pas si vraiment, que ce soit la société algérienne ou française, on ait vraiment encore assez de recul pour juger objectivement les événements. Ouais. Puis il y a tout un tas de trucs comme ça. C'est encore un grand débat politique, la guerre d'Algérie. Voilà, ça commence seulement, on va dire, un petit peu évoluer, mais c'est vrai que même sous Chirac, c'était très compliqué. Ça revenait assez souvent, le problème des harkis. Je me souviens du président de la région, c'était quoi, Georges Frêche, qui avait sorti un truc sur les harkis, qui avait fait un scandale à l'époque. Voilà, c'est quand même encore, parce que les gens, peut-être aussi, c'est très bête ce que je veux dire, mais les gens l'ont encore vécu. Enfin, il y a encore des survivants de tout ça, donc... je pense aussi qu'il y a peut-être une question de génération, c'est-à-dire que quand on passe à la génération suivante, voilà, c'est le temps qui fait son œuvre aussi. Le temps permet d'effacer de cicatriser tout simplement. C'est les passions, c'est sûr. Et comment on doit célébrer justement les dates historiques? Je pense notamment par exemple au 14 juillet qu'on fête comme ça, mais là aussi plus récemment avec le bicentenaire de la mort de Napoléon, est-ce qu'on doit le célébrer? Est-ce que c'est quelque chose Alors pour le coup, moi j'étais plutôt content de... C'est son sujet. Napoléon. Forcément, je fais une série sur Napoléon, alors forcément on va poser la question, est-ce que tu vas faire un événement spécial, etc. Bon, finalement non. Enfin si, il y a eu notre collaboration quand même. Voilà. Mais pour ce qu'a fait le gouvernement, je trouve que c'était plutôt malin. Forcément, il a dit commémorer n'est pas célébrer, etc. La phrase était pas mal. Au final, même Napoléon, à son époque, déjà, il divise énormément. Il n'y a pas Napoléon, ça n'a jamais été Louis XIV. Jamais tous les Français ont été en accord avec le gouvernement en disant oui, il a la place qu'il faut, etc. Donc c'est très difficile d'unifier toute la France derrière Napoléon, puisqu'il n'a jamais eu le soutien de tous les Français en même temps. Donc voilà.
Après, pour traiter un événement historique, après c'est de la politique. Hein. Ah oui, C'est complètement. sûr. Bah là, on l'a vu, c'était intéressant cette année parce qu'on a eu à la fois les 150 ans de la Commune et le bicentenaire Voilà, de Napoléon. c'est ça. Et là, du coup, c'était hyper intéressant parce que à la fois ceux qui sont fans de Napoléon voulaient pas célébrer la Commune, ceux qui voulaient commémorer la Commune voulaient pas commémorer Napoléon. Et finalement, faut faire les deux. Enfin, moi, je pense. C'est l'occasion de parler de deux pans de l'histoire de France, en plus le même siècle. À la fois le côté, on a les deux côtés là. Donc là, c'était très intéressant. Je trouvais que c'était finalement un faux débat qu'il y a eu encore, qui était très politisé. Oui, les communards, les anarchistes, qui voulaient renverser l'ordre, et puis Et puis Napoléon, l'autre c'était carrément un dictateur. Enfin, en fait, il n'y avait pas de demi-mesure, je trouvais, par rapport à ce débat. C'est encore une fois très politisé. Oui, voilà, en fait, l'histoire, c'est vraiment, les politiques, en tout cas, je trouve de plus en plus, se servent de l'histoire un peu à leur sauce. Ils en font ce qu'ils en veulent. Et là, c'était assez intéressant. Et finalement, faut quand même améliorer les deux. C'est le bon, le moins bon. Napoléon, justement, c'était l'occasion de parler à la fois de rétablissement de l'esclavage, mais à la fois aussi du code civil, par exemple, enfin de choses un peu mieux. Bon, c'est la propriété privée, le code civil, après tout. Hein. Mais c'est que ça. T'as raison. Mais c'est l'occasion de parler un peu de tout. Et là, on s'est encore une fois de plus trop focalisé sur certains détails du personnage. Et la Commune, on en est revenu tout le temps. Ils ont cassé la colonne Vendôme. Tu vois, on en revient. Voilà, ils ont brûlé les Tuileries, ils ont brûlé l'hôtel de ville, quoi. Alors qu'en fait, derrière, il y avait quand même un idéal social. Et ça, je trouvais que c'était occulté par rapport aux actes de violence qu'il y a pu avoir. Peut-être qu'on s'attache trop aux faits divers, un peu comme dans l'actualité. Oui. Les faits divers. Tu t'attaches aux trucs marquants, en fait. C'est ça. Mais derrière, il y a... Bon, après, je sais pas... Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Alors, c'est vrai que si on m'en faisait des tonnes sur... Merde. Si on m'en faisait des tonnes sur un sujet qui m'intéresse pas, je sais pas. Peut-être que j'éteindrais. Et donc, peut-être que je peux comprendre le fait qu'on se focalise sur des faits divers, comme ils ont volé des Tuileries, il a rétabli l'esclavage. C'est vrai que ça peut-être... ça va, faire plus de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vendeur. Hein, c'est vendeur. Voilà, donc je comprends. Mais après, je pense que chaque journaliste, je sais pas ça à vous forcément, mais chaque influenceur, comme on dit aujourd'hui, a peut-être un devoir de... Donc vous faites partie en vrai, sur YouTube. Pas encore. C'est le mot. Moi, j'aime pas trop ce terme. Vous avez une influence avec une communauté, quoi. Oui, on influence, mais on vend pas des shampoings comme certains ou des produits. Non, mais c'est bien influenceur au sens large, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dire va être regardé, va être épié. Du coup, il suffit que vous ayez abondé dans un sens ou dans un autre, votre communauté peut vous suivre ou pas. Oui, bien sûr. On en revient au débat tout à l'heure. Ouais, non, c'est sûr. Mais justement, par rapport à ça, on parlait de Napoléon et je vais revenir dessus parce que moi, il y a une question qui me taraude. Mais c'est si on veut, par exemple, aller vers la construction européenne. On parlait du sens du progrès, etc., du sens de l'histoire même. Est-ce que le sens de l'histoire, c'est pas justement la construction européenne? Comment on arrive à allier les histoires différentes pour justement aller dans ce sens du progrès? Quand tu dis que la construction européenne, c'est le sens du progrès. Bon, après, là, tu vois, c'est mes opinions qui transpirent, par exemple, tu vois. Je ne serais pas forcément d'accord. Okay. Qu'est-ce qu'est le progrès? Qui définit le progrès? En quoi telle chose, en quoi doit-on forcément aboutir à telle chose? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Enfin, je veux dire, c'est des notions arbitraires. Donc là, pour le coup, après, la construction européenne, l'Europe telle qu'on l'imagine, ça a toujours été un petit peu un mythe depuis Charlemagne. Ce côté, tout le monde est réunifié. Le problème, c'est pas vraiment l'idée de construire une Europe, c'est dans quelle direction va cette Europe, vers où elle va cette Europe. Parce que c'est pour avoir une commission que ce soit la commission et la BCE qui dirigent l'Europe. Moi je suis pour la construction européenne et une Europe de paix, mais le côté néolibéral par exemple me plaît pas du tout quand je vois ce qu'ils ont fait au peuple grec. Moi ça me brise le cœur et je me dis c'est pas l'Europe telle qu'on nous l'a vendue quand on était petit en disant regardez c'est fini les guerres entre nous, et en fait là c'est carrément de la politique pure, je veux dire, mais quelque part c'est quand même, moi je trouve, quelque chose de bien, en tout cas après 2 guerres mondiales, plus la guerre franco-prussienne, d'en arriver à quelque chose où finalement c'est devenu nos meilleurs potes, les Allemands. C'est quand même... Sauf quand il y a un match de foot. Ouais, c'est ça. Encore en ce moment on gagne pas mal, donc c'est cool. Donc, si on perdait... C'est notre revanche à nous, d'ailleurs la une de l'équipe la dernière fois, bon ça pareil, c'est un truc comme en 18. C'était quoi? Comme en 18.
comme en 18. Donc voilà, non mais je préfère qu'on fasse des blagues comme ça que. Ils auraient pu faire comme en 1806. Ah ouais. Iéna. Mais Trop pointu, je pense. Ouais, peut-être. Bah, merci beaucoup, c'était une très belle discussion. Bah ouais. merci. Carrément. Merci à toi. C'était très cool. Merci au caméraman. Merci. Merci au stagiaire qui est parti. Pouce bleu, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes d'Alteris, de Questions d'Histoire et de Bataille de France si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, à notre chaîne, bien évidemment aussi. Laissez un j'aime, mettez un commentaire. Et ding ding la cloche. Voilà, évidemment, la cloche c'est super important. Comme ça, vous recevez ding ding une petite notification. C'était Antonin pour le crayon. Salut!